Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Le laser à impulsion ultra brève ou femtoseconde peut être focalisé dans la cornée pour obtenir une découpe par photodisruption sous un volet stromal, contrairement au laser excimer qui a une longueur d'onde plus petite et qui agit sur toutes les couches tissulaires qu'il traverse. Ces impulsions d'une durée de 10 puissance moins 15 secondes ont l'avantage de ne pas avoir d'effet thermique tout en permettant de délivrer des puissances très élevées. Une fois ionisée par le laser, la matière augmente très rapidement de volume. C'est la phase d'expansion qui induit un effet de cavitation permettant de cliver les tissus. La juxtaposition des impacts dans le tissu cornéen aboutit à l'effet de bistouri laser. Il permet un prédécoupage des tissus. L'opérateur doit ensuite cliver les microponts résiduels. En ophtalmologie, ce laser est aujourd'hui principalement utilisé pour la chirurgie réfractive, le plus souvent au cours du LASIK, mais aussi pour les chirurgies par ablation de lenticule cornéen intrastromal. D'autres applications existent en ophtalmologie, comme la découpe des greffons cornéens, les incisions cornéennes relaxantes, les anneaux intracornéens, les inlays ou la chirurgie de la cataracte. Nous nous intéressons dans cet entretien en 4 parties avec le Dr Gatinel aux techniques de photoablation au laser excimer, en PKR et en LASIK de la myopie, de l'hypermétropie et de l'astigmatisme. Nous publierons un épisode chaque semaine de ce grand format du podcast Ophthalmo sur la chirurgie réfractive. Aujourd'hui, 2e épisode consacré au LASIK myopique. Quelles sont les limites de myopie maximale qui peuvent être corrigées en LASIK et quels sont les critères pour déterminer ces limites? Le mur postérieur, le stroma ablaté, le PTA ou autre chose? Alors, il y a plein de critères qui vont rentrer dans l'équation dont la réponse devra, pour que le patient comprenne bien, être oui ou non pour le LASIK. La première chose, bien sûr, c'est le degré de myopie. On pourrait dire de manière un peu abrupte que tout patient présentant une myopie de moins 6 sera opéré, bien sûr en l'absence de contre-indication dont on a parlé précédemment, mais parce qu'on pourra lui faire une PKR, tout simplement. Même si ses cordées sont fines, moins 6 en PKR aujourd'hui, de bons résultats. Au-delà, on est souvent face à des risques de haze qui commencent à augmenter, un peu de sous-correction. Donc ça, c'était pour vous dire qu'on peut opérer les myopes jusqu'à myopie moyenne. Alors pour le LASIK spécifiquement, on va, pour les myopies plus fortes, mesurer l'épaisseur de la cornée. On va bien sûr vérifier que la cornée n'a pas les choses dont on a parlé précédemment, la symétrie, qui dans ce contexte de fort amincissement ne sont pas désirables, bien évidemment. Et on va regarder l'âge, on va essayer d'estimer bien sûr la valeur du mur résiduel postérieur. Pour les plus conservateurs, elle devra être d'au moins 300 microns. Pour les plus téméraires, au moins de 250 microns. C'était les chiffres qu'on avait il y a 20 ans, 250, puis avec l'apparition, le boom des ectasies qu'on, à l'époque, émergeait parce qu'on n'avait pas bien compris le rôle des frottements, justement, et puis on interprétait mal les topographies cornéennes. On n'avait pas les bonnes échelles, donc parfois les gens avaient l'impression que la topographie était normale parce que l'échelle de dioptrie allait de 10 dioptries à 100 dioptries, donc tout était vert. Bref, on a démonté tous ces cas un par un pour comprendre qu'en fait, l'ectasie était souvent bien prédite par le bilan préparatoire. Bref, aujourd'hui, on a moins ces problèmes. On a des lasers aussi femtosecondes qui permettent de découper des capots avec une précision d'environ 10 microns. Donc si on a un patient dont on veut garantir un mur résiduel de 280 microns, on peut facilement dire allez, on va faire un capot de 110, on peut même mettre 120 dans notre calcul pour avoir une petite marge, enlever ensuite le laser qui correspond à la photoablation excimer et voir ce qui reste. On peut jouer avec le diamètre de la zone optique, puisque c'est une variable qui impacte beaucoup la profondeur d'ablation. La profondeur d'ablation augmente avec le carré de la zone optique. Donc, si vous faites les calculs, entre 6 mm, donc 6 x 6, 36, et 8 mm, 8 x 8, 64, on a pratiquement un doublement de la profondeur d'ablation pour la même correction. Alors, on fait rarement des zones de 8, mais on varie les zones entre 5.5 pour vraiment les très fortes myopies quand on n'a pas trop le choix, en espérant que la pupille ne soit pas trop dilatée en mésopique, et 7,5. Alors là, dans votre listing, vous n'avez pas cité, je vous en veux pas du tout, le diamètre pupillaire, mais c'est aussi un paramètre de l'équation. Alors je vais vous donner un cas clinique, par exemple, un patient jeune qui a une grande pupille, qui vous dit qu'il veut éviter les hauts la nuit, et qui a une myopie de -8, une cornée de 520.
si vous avez l'expérience, intuitivement, tout de suite, une petite alerte qui vous fait dire que vous ne pourrez pas faire une zone de 7,5 chez ce patient. Vous pourrez peut-être faire 6, 6,5, mais ça sera moins que sa pupille en mésopique. Donc le patient va être susceptible, même très certainement sujet, à des halos lumineux la nuit qui vont diminuer avec la neuroadaptation, la cicatrisation, mais qui vont rester. Chez ce patient-là, vous allez peut-être lui expliquer qu'il est préférable qu'il garde ses lentilles, s'il n'a pas trop de halos non plus avec, parce que les lentilles corrigent aussi sur 6, 6,5, mais pas plus. D'ailleurs, des patients nous disent des fois, j'ai des halos déjà avec mes lentilles. Mais vous allez lui expliquer que s'il fait l'opération, il aura des halos. Donc, dans l'équation, il y a le mur résiduel. Moi, je garde 280, mais j'ai vu des ectasies à 350 de mur résiduel chez des frotteurs invétérés, et j'ai vu des cornets non ectasiques à 250-260 microns chez des patients qui n'avaient pas d'ectasie. Je vais même vous rajouter dans la liste un cas frappant d'une patiente que j'ai vue il y a 10 ans qui avait été opérée par un chirurgien qui avait pris le microkératome qu'on utilise pour faire les greffes laminaires profondes, les DALC. Et il avait fait des capots de 350 microns de chaque côté, corrigé ensuite 5 dioptries de myopie et laissé un mur résiduel de 100 microns de chaque côté qu'on avait mesuré avec les premiers OCT de l'époque. La patiente venait de province, donc je ne l'ai jamais revue malheureusement, mais j'aurais bien aimé la suivre parce que ce qui m'avait choqué, mais demi-choqué disons, c'est qu'elle avait une ectasie unilatérale. Et malgré le fait qu'elle avait 2 murs résiduels à 100 microns, elle avait un œil qui n'avait absolument pas d'ectasie. Et je m'étais interrogé à l'époque, et j'étais moins au fait de ces histoires de frottement et de sommeil, etc., sur la raison pour laquelle on pouvait ne pas avoir d'ectasie avec 100 microns. Alors, bien sûr, quand j'en ai parlé à des collègues, ils m'ont dit, mais aujourd'hui, elle a peut-être son ectasie des deux côtés, et c'est possible. Malheureusement, j'ai même pas retrouvé le dossier, on n'était pas informatisé à l'époque, c'est un mystère. Mais j'ai vu, encore une fois, des gens qui avaient des ectasies avec des forts murs résiduels, d'où l'importance aussi, encore une fois, de l'éducation, de la position de sommeil et d'absence de frottement. Donc 280 microns, adapté à la pupille, ensuite discuter avec le patient de ses attentes visuelles et de ce qu'il attache comme importance à la qualité de vision, est-ce qu'il conduit la nuit ou pas, etc., etc. Mais il faut absolument intégrer le diamètre pupillaire. Donc le facteur de risque de halo, c'est grande pupille, grande correction. Grande correction, petite pupille, il peut y avoir des halos, mais c'est assez peu fréquent. Grande pupille, petite correction, c'est pas non plus écrit. En fait, les halos viennent du raccord avec la périphérie. Plus on change la courbure de la cornée, plus il y a un genou qui apparaît. Vous imaginez ça très bien dans votre tête. Et ce genou, il va augmenter en courbure, parfois jusqu'à 50-60 dioptries. On le voit bien, ça fait un anneau rouge sur les topographies. Donc à ce moment-là, il y a une myopie qui augmente par rapport à la myopie pré-op, puisque la cornée a une kératométrie très élevée et que les rayons en plus qui arrivent à cet endroit-là, ils ont un angle d'incidence élevé. Donc il est presque écrit qu'il y aura des halos chez ces patients. Sauf si la pupille est petite et filtre cette réfraction périphérique. Voilà, je vous donne des éléments de choix, et c'est après beaucoup de cas par cas. Oui, toujours. Alors merci beaucoup, vous avez déjà partiellement répondu à ma prochaine question, mais pour les myopies fortes, quand nous voulons respecter le mur postérieur, on peut diminuer la zone optique, dont vous en avez parlé, ou on peut jouer aussi éventuellement sur l'épaisseur du capot. Oui. Est-ce que c'est possible et quelles sont les limites de cette épaisseur à respecter? Oui, alors, et je me rends compte, avec l'esprit d'escalier, que j'ai pas répondu à la question qui était aussi quel est le chiffre maximum de myopie qu'on peut traiter. Alors j'ai traité, je veux pas faire le cow-boy, mais une patiente de moins 14 parce qu'elle avait l'épaisseur pour. De l'autre côté, elle avait juste moins 6 et elle était jeune, elle n'était pas intéressée par la monovision et comme elle avait des cornées épaisses, on a fait la correction et ça s'est bien passé. La patiente était très contente. Bien sûr, elle avait une petite amblyopie, donc elle préférait son œil à 5 dioptries, mais elle est restée stable, elle a peu régressé depuis. Mais évidemment, en pratique, on opère rarement au-delà de 10, 11 dioptries, voire 12 en équivalent sphérique. Non pas parce qu'on ne pourrait pas aller au-delà, dans le laser on peut aller, mais après la cornée est soit plus épaisse, soit la pupille est grande et on a peur de voir réduire trop si la cornée n'a pas l'épaisseur suffisante pour ne pas induire de halo, etc. Alors jouer sur l'épaisseur du capot, c'est un autre levier. J'estime qu'en deçà de 100 microns, on risque d'avoir des problèmes de qualité de vision parce que il peut y avoir des microplis. Il y a un gros changement de courbure sur la cornée, ce qui fait que le capot va avoir une surface un peu différente. Il y a une sorte d'incongruence qui peut apparaître entre le capot et le lit stromal remodelé. Donc c'est pareil, il peut y avoir un peu une petite inflammation de l'interface aussi. Donc les capots de 100 microns, il m'arrive d'en faire, mais là je suis très scrupuleux. Donc je fais un soulèvement le plus délicat possible pour éviter de stretcher le tissu stromal qui est fin, puisque si on enlève l'épaisseur de l'épithélium, on n'a que 50 microns. La Bowman occupe à peu près 12 cas, donc on a 30-40 microns de stroma qui va forcément un peu se micro-plisser, ça c'est presque inévitable, mais il faut éviter au maximum de faire des micro-plis.
Et chez ces patients, donc une fois que l'opération est terminée, j'ai tendance à mettre des lentilles de contact pour 24 heures pour bien lisser le capot fin. Il faut bien expliquer au patient de cligner gentiment, de ne pas frotter ses yeux, manipuler le capot avec la plus grande délicatesse quand vous faites le LASIK. Moi, en général, je vois avec effroi sur Internet des chirurgiens qui postent des vidéos de LASIK où ils font le capot, ils dissèquent l'interface, ils soulèvent le capot, ils le balancent dans les cils, ils le balancent un peu où ça les arrange. Le capot se plisse ou se plisse pas, se promène dans le fornix supérieur. La chirurgie devrait être considérée comme à la fois un changement de courbure et le maintien d'une bonne transparence cornéenne. La transparence cornéenne, c'est la régularité des fibrilles collagènes. Quand vous faites le capot, vous sectionnez des fibrilles, donc il y a forcément, comme un élastique qu'on coupe, des rétractions qui vont se faire, qui vont nuire un peu à l'architectonique de la cornée, mais si vous faites ça au minimum et en faisant des gestes les moins traumatiques possibles, vous préserverez au mieux la transparence du tissu cornéen et vous aurez une récupération plus rapide et une meilleure qualité de vision. On oublie trop souvent cet aspect. Alors c'est très valable chez les cornées fines avec les capots fins, mais même chez les patients qui ont des cornées normales pour lesquelles on fait des capots à 110, 120, on doit absolument se tenir à cette règle qui est de faire une dissection douce, de ne pas stretcher le capot dans l'interface en tirant parce que ça résiste, et d'avoir l'impression qu'on est à la fois des horlogers. Quand vous regardez un horloger qui manipule des mécanismes, il fait très attention à ne pas les briser. C'est un peu la même chose, il faut être très doux et toujours le moins traumatique possible pour ces tissus, en particulier quand on fait des capots fins. Une erreur trop communément observée, je reviens sur l'hypermétropie, c'est de faire des capots fins pour l'hypermétropie. Parce que le changement de forme est tel, la cornée a une forme un peu particulière, elle est cambrée, puis elle s'aplatit un peu, il y a une zone d'inflexion avec la transition. Donc là, c'est propice aux microplis, aux rétractions de capot. Donc chez ces patients, je fais plutôt des capots épais pour limiter le risque de haze un peu de l'interface parce qu'il y a beaucoup de volume dans l'hypermétropie avec la transition. Et puis pour éloigner un peu l'épithélium de l'interface, donc, et avoir un capot qui sera moins propice aux microplis. Quand vous dites un peu épais, j'aime bien les chiffres. C'est très bien, vous êtes, les chiffres c'est très important effectivement. Un peu épais, avant de vous répondre, c'est d'ailleurs une phrase intéressante parce qu'à l'époque, ça aurait été un capot relativement normal, voire fin, mais c'est 140 microns, l'épithélium compris. Donc je programme des capots à 9,5 ou 9,6 mm de large, mais de 140 microns d'épaisseur chez tous les hypermétropes que j'opère. Et chez les myopes, j'évite de faire des capots fins pour rien. Donc quand la cornée a une bonne épaisseur et que le mur résiduel va être de 300 et quelques microns, je fais par défaut un capot de 120 microns. On parlait de myopie forte en LASIK. Est-ce que vous calculez le PTA en préopératoire ? Alors, certains chirurgiens le font. Non, je ne fais pas le PTA, puisque je regarde plutôt, encore une fois, des critères de mur postérieur résiduel, de clinique et de frottement, de position de sommeil, plutôt que le PTA, dont je ne nie pas l'intérêt clinique, il a été publié. Simplement, le PTA, le problème, c'est que c'est une métrique un peu simpliste, qui consiste à considérer que sur une direction uniaxiale, on va avoir une règle qui pourrait donner une certaine idée précise de ce qui se passe au niveau de la cornée. Or, si vous opérez, et ça on l'a publié aussi justement, en étendant le concept au PVA, au Percentage of Volume Altered, c'est-à-dire on a une approche tridimensionnelle. Je dis simplement les choses, si vous faites 12 microns ou 20 microns, peu importe, d'ablation sur une zone de 5, en volume, ça n'a rien à voir avec faire 12 microns d'ablation centrale et une zone de 8 en termes de serait-ce que de retrait tissulaire. Même si le PTA est le même, c'est pas la même chose. Donc sur les petites myopies, ça joue certainement très peu. Mais entre enlever 100 microns sur une zone de 6 et 100 microns sur une zone de 8, pour les raisons dont on parle, c'est important. Un de mes premiers articles, c'était d'ailleurs une formule, qui n'est pas aussi célèbre que la formule de Mudderlin, qui dit que la profondeur d'ablation est égale au tiers de la correction multipliée par la zone optique en millimètres au carré. Mais c'était une formule qui donnait une appréciation du volume, une estimation du volume qu'on retire. Et c'était de mémoire une constante que j'ai oubliée, mais je crois que c'était racine de... peu importe. En tout cas, c'était multiplié par la correction, toujours, mais par la zone optique puissance 4. Donc, la profondeur augmente avec le carré de la zone optique, mais le volume augmente avec le carré du carré de la zone optique. Voilà, donc pour ces raisons-là, j'estime que se baser uniquement sur des métriques qui relèvent de l'épaisseur centrale ne sont peut-être pas suffisantes. Il y a une notion qui est assez répandue, c'est qu'il faut respecter une certaine kératométrie minimale post-opératoire chez le patient myope. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est un débat récurrent. Faut-il aller au-delà de 35 dioptries, c'est-à-dire 34, 33, 32 chez les myopes ? Moi, je ne fais pratiquement, pour être franc, jamais le calcul non plus de la kératométrie post-op expliquée.
on a effectivement cette impression que au-delà d'une certaine kératométrie plate, on aura une mauvaise qualité de vision. Je pense que c'est un biais d'interprétation. Le fait d'avoir une kératométrie très plate traduit l'existence d'une correction très forte, et les corrections très fortes sont susceptibles d'engendrer des halos, des problèmes de qualité de vision. On en a discuté ensemble. Le chirurgien va faire un capot très fin, il aura peut-être un peu plus de microplie, il va faire une petite zone optique, il aura donc des halos, il va arriver avec une kératométrie centrale faible, et il va imputer à cette kératométrie faible la mauvaise qualité optique. Je vois pas pourquoi, d'autant plus qu'on parle en dioptrie et l'esprit humain a besoin de bornes. Donc on sait que la cornée normale c'est 43, 40 ça concède plat. Alors là 37, 36 et là 35 c'est presque comme la température corporelle. On dit que là c'est presque la mort clinique, ça va pas. Mais si on convertit ça en millimètres, on retombe dans des échelles complètement différentes. C'est-à-dire que 43 ça va être 7.8, 42 ça va être 8, 9 ça va être peut-être je sais plus, enfin j'ai pas fait les calculs mais vous pouvez les faire facilement si vous connaissez la formule de Vergence. Et alors là, on n'aurait peut-être pas les mêmes échelles. Peut-être qu'on va dire que 10 mm, c'est trop. Parce qu'évidemment, c'est inversé. Plus c'est grand en millimètres, plus c'est plat, etc. Et je pense qu'encore une fois, c'est un biais. Et d'autant plus en myopie, parce que quand vous avez une cornée plate, les rayons, justement, arrivent avec une incidence assez plate, tant qu'on n'est pas dans la zone de transition. Donc on a peu de chances d'avoir de l'aberration sphérique négative. Je serais peut-être différent dans ma réponse pour l'hypermétropie. En revanche, dans l'autre direction, doit-on aller au-delà de 51, 52, 53 ? J'ai pas de problème avec ça, mais là, je conçois que la réfraction périphérique va être très importante puisque la courbure va augmenter vers les bords assez fortement et qu'avec l'incidence aussi des rayons périphériques, ça peut engendrer beaucoup d'aberrations. En pratique, c'est pas forcément vrai parce que dans l'hypermétropie, il y a une régression périphérique avec l'épithélium qui fait que les bords se réaplatissent beaucoup. Donc on peut avoir une kératométrie à 54 au centre, mais il est rarement observé qu'elle reste à 54 vers les bords, elle va s'aplatir très vite, donc on n'aura pas forcément ce problème. Donc c'est pour ces raisons-là que je fais jamais vraiment ce calcul et que je regarde ce qu'a le patient et je raisonne par rapport à sa correction absolue et pas par rapport à sa kératométrie d'arrivée. On peut toutefois émettre un petit bémol à tout ce que je viens de vous raconter, mais c'est pas pour la qualité optique, mais pour la qualité de la surface oculaire où l'étalement des larmes peut être effectivement un peu compromis chez des patients dont les kératométries varient de manière extrême. Mais c'est plus cet aspect-là qui m'intéresserait que l'aspect optique proprement dit. Vous nous en avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce que pour vous, une pachymétrie de 500 est une contre-indication absolue à la réalisation d'un LASIK ? Oui, alors vous avez les chiffres, donc ma limite c'est probablement 485, pour être précis, parce que psychologiquement c'est vrai 480, là on s'éloigne du 500 microns. Je vais en dessous de la limite des 500 microns chez les patients pour lesquels le mur résiduel sera d'au moins 290-300 microns, donc ça limite déjà une correction myopique, qui ont des cornées régulières et dont, justement, je reviens sur ce point important, l'aspect topographique est d'une cornée mince, homogènement mince. Si on a par exemple une cornée à 490 qui s'épaissit peu vers les bords et qu'on a une bonne énantiomorphisme, c'est une cornée congénitalement fine, Contrairement au kératocone, dont je vous disais que la génétique me paraissait très secondaire, l'épaisseur cornéenne native, elle est très génétique, en revanche. Donc là, on est sur des cornées fines, constitutionnellement fines, qu'on pourra moins amincir que des cornées qui sont épaisses, puisqu'on va atteindre plus vite le mur postérieur, mais j'ai aucun problème à réaliser un LASIK chez ces patients. Bien sûr, on renforcera toujours pareil le message, frottez pas, dormez pas sur le ventre, etc. Mais je fais des LASIK à 485, 490, dans ces conditions-ci. Et une autre manière d'analyser l'épaisseur dans l'absolu, c'est de regarder la courbe du pentacam ou du score avec l'antérion maintenant, où on voit, quand la cornée est homogènement fine, que le changement de vitesse de courbure n'est pas très important. Il n'y a pas de gradient de changement de courbure, alors que sur les patients un peu pathologiques, on voit que la courbe s'infléchit. Il y a une cassure qui traduit un amincissement central, et encore une fois, celui-ci, comme vous le savez, selon la théorie Norum-Nocone, est induit par les frottements. Mon maître m'a toujours dit que quand on faisait des trop petites corrections, et vraiment les toutes petites myopies 0,50, 0,75, en PKR, il y avait un risque de régression qui était plus important, et donc un résultat qui pourrait être moins précis et moins prédictible. Quel est votre avis là-dessus ? Celui de votre maître, il avait parfaitement raison. J'ai observé aussi que, contrairement à une approche qui voudrait qu'on fasse systématiquement des PKR pour les petites myopies jusqu'à -1, -2, parce que c'est une petite myopie, justement, on ne va pas faire LASIK pour ça, etc. Il valait mieux faire des LASIK, en fait, quand on le peut, bien évidemment, parce que l'épithélium va
facilement gommer une photoablation d'une correction comme vous l'avez mentionné, moins 0,5, moins 0,75, ce qui correspond à des ablations de l'ordre de 10 microns, pour simplifier, au centre. Et comme vous le savez, l'épithélium fait 50 microns et on observe facilement des hyperplasies épithéliales qui vont représenter un plus 10 microns à certains endroits. Par exemple, c'est vrai en myopie, en hypermétropie. C'est pas au même endroit, bien sûr, dans les deux cas, mais il suffit, pour être simple, que en post-opératoire, l'épithélium s'épaississe de 10 microns au centre par rapport au bord, sur une zone de 6, pour que vous gommiez l'effet de votre PKR. Et comme vous le savez, évidemment, l'épithélium est plus stimulé par la photoablation de surface que par le LASIK, où ça se passe à l'étage du dessous. Donc l'épithélium a généralement toujours la capacité, on le voit bien en LASIK, notamment chez les hypermétropes, de changer sa forme, mais il le fera moins fort et moins bien. Donc on aura une courbure qui reste plus d'être imprimée dans la cornée que si on fait l'épithélium. D'ailleurs, un truc fascinant à propos de l'épithélium, c'est la kératotomie radiaire. J'ai pas publié ça, mais j'aurais dû, je le ferai peut-être à l'avenir, ou j'invite les gens qui m'écoutent à le faire s'ils ont la possibilité de le faire. Si un jour vous opérez en PKR, un patient qui a été opéré de kératotomie radiaire, la technique qui a popularisé la réfractive dans les années 80-90, avec des incisions, je rappelle pour les lecteurs pas familiarisés, c'est la technique où on fait des petites incisions. Bref, cette technique, elle comportait simplement des incisions sans retrait de l'épithélium. Aujourd'hui, ces patients viennent souvent avec des hypermétropies secondaires, et c'est des bons candidats de mon point de vue à la PKR, pas forcément au LASIK à cause des incisions, mais des très bons candidats à la PKR quand ils sont à plus 2, plus 3. C'est très courant de voir ça. Et quand on retire l'épithélium et qu'on fait une topographie, on arrive à le faire parce que la bomade est quasi intacte, quand ils n'ont pas trop d'incisions. On voit des changements de courbure, des fois de 5-10 dioptries vers l'aplatissement. C'est-à-dire que le stroma s'était très aplati, mais l'épithélium a essayé de compenser ça, parfois jusqu'à des puissances de 5-6 dioptries, et parfois même, je crois, 10 dioptries. C'était incroyable. C'est fascinant de se dire que l'épithélium, qui n'a jamais été retiré chez ces patients, a, pour des raisons qu'on ignore encore aujourd'hui, redonné un galbe différent à la cornée, rien que à la suite de ces incisions. Et la kératotomie radiaire, c'est un bon exemple, justement aussi pour revenir à la biomécanique, de ce qui se passe quand vous affaiblissez la cornée. Si vous voulez savoir quel est, de mon point de vue, l'inverse d'un kératocone, c'est la kératotomie radiaire. Dans le kératocone, vous frottez vos yeux à répétition, ça s'amincit au centre, ça se ramollit au centre, donc ça se cambre, et par effet de compensation, ça s'aplatit au bord, d'où l'aspect en cône, à se rester très prolate, etc. La kératotomie radiaire, c'est pas par les frottements que vous y arrivez, mais vous faites des incisions. Donc vous interrompez la structure collagène sur une profondeur très importante. Que fait la cornée à cet endroit-là ? Elle se cambre. Non pas au centre comme dans le kératocone quand elle est amincie, mais au bord. Et par effet de couple, elle s'aplatit au centre, et c'est comme ça que fonctionnait la kératotomie radiaire. Et donc c'est un peu le modèle inverse du kératocone. Vous fragilisez les bords de la cornée, elle s'aplatit au centre, elle se cambre au bord. Vous fragilisez le centre de la cornée, elle se cambre au centre, elle s'aplatit au bord. À la fin de ce deuxième épisode consacré à la chirurgie de la myopie, je retiens que vous corrigez en LASIK des myopies de 10 voire 12 dioptries en fonction de la platymétrie et donc du mur résiduel postérieur, mais que vous prenez également en compte le diamètre pupillaire afin que le patient ne se plaigne pas d'halo en post-opératoire. Un capot ne doit pas faire, selon vous, moins de 100 microns afin que le patient conserve une bonne qualité de vision post-opératoire, et lorsque vous réalisez des capots fins, vous posez une lentille de contact en fin d'intervention qui reste en place pendant 24 heures. Vos capots mesurent habituellement 120 microns chez le myope et 140 microns chez l'hypermétrope, mais nous aurons l'occasion d'en reparler lors de l'épisode suivant. La kératométrie post-opératoire importe peu chez le myope, mais ce n'est pas le cas chez l'hypermétrope. Il vous arrive de réaliser des LASIK pour des pachymétries minimales de 485 microns, qu'il s'agit d'une cornée fine native, homogènement mince et que le patient n'est pas frotteur. Pour les petites myopies, vous préférez faire une correction en LASIK plutôt qu'en PKR afin d'éviter une régression du traitement liée à une hyperplasie épithéliale. Nous aurons le plaisir de vous retrouver Dr Gatinel pour un troisième épisode consacré à la chirurgie de l'hypermétropie et de l'astigmatisme. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.